Commandeur de l'Ordre national du Mali, M. Daba Diawara est natif de Bamako. Parti de l'école fondamentale de Médina Koura, en passant par le lycée Askia Mahmed de Bamako, puis à l'université de Dakar au Sénégal et ensuite à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, M. Daba Diawara est titulaire d'une maîtrise en droit, option droit public interne, d'un diplôme d'études supérieures de droit public, option droit public interne, administration publique et d'un doctorat d'État en droit public. En janvier 1978, il va intégrer le corps des administrateurs civils de la fonction publique du Mali et depuis lors, il va occuper de nombreux postes de responsabilité dans l'administration malienne. Jusqu'en 2012, où il va prendre sa retraite bien méritée. Sur le plan de vie associative, il fut le président de l'Association malienne des droits publics AMDP. Sur le plan politique, M. Daba Diawara fut membre des droits du Bureau politique national de l'Union soudanaise RDA, et secrétaire politique du Bureau politique national de l'Union soudanaise RDA en 1997 et secrétaire général de l'Union soudanaise et depuis septembre 2001, M. Daba Diawara fut le président du Parti de l'indépendance, de la solidarité et de la démocratie, PIDS. D'avril 2002 en juillet 2018, il fut successivement candidat aux élections présidentielles de la République du Mali. Depuis février 2019, il est le président d'honneur du Parti de l'indépendance, de la solidarité et de la démocratie, le PIDS. Bon, je vous remercie et j'adresse mon salut fraternel à tous les auditeurs de Malik Nakouni. Je m'empresse de dire que je ne suis pas expert. Bon, je suis un praticien qui a eu la chance d'exercer des fonctions qui m'ont permis d'avoir accès à certaines informations et de mener des réflexions à partir de ces informations. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en 2008, nous avons fait une réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali. Bon, de cette réflexion, il est sorti un certain nombre d'axes de réforme qui devaient permettre à notre démocratie de se renforcer et de se consolider. Bon, les axes sont assez nombreux puisqu'ils touchent aux élections, aux institutions elles-mêmes, aux institutions de la République, aux élections, à la gestion de l'audiovisuel public et la gestion des libertés, des droits et libertés. Et parmi celles-ci, je pense que toutes ces réformes sont aujourd'hui d'actualité. Toutes ces réformes sont d'actualité parce que il est de plus en plus admis par les gens que la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plusieurs années a eu comme dernière étape une crise post-électorale. Aujourd'hui, beaucoup de gens admettent que c'est parce qu'il y a une crise post-électorale que les événements se sont enchaînés très rapidement au Mali et ont conduit aux événements du 18 août. Donc moi je pense donc
la première priorité doit concerner la refonte totale du système électoral. Bon, parce que ce système est mal fait, que l'assise populaire de notre démocratie s'est rétrécie au fil du temps. Comme j'aime le dire souvent, j'ai rencontré en 2012 une autre personnalité de l'État qui m'a dit que ça fait 20 ans qu'on fait semblant d'organiser des élections. Je lui ai posé la question, si ça fait 20 ans qu'on fait semblant d'organiser des élections, est-ce qu'il est bon qu'on continue à faire semblant? Il ne vaut pas mieux faire une pause pour se donner les moyens d'organiser des élections crédibles et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous. Ça, c'était en 2012. À ce problème du système électoral est venu s'ajouter l'insécurité, qui demeure aujourd'hui un problème que nous n'avons pas abordé en 2008, mais qui a pris le dessus sur tous les autres problèmes que le pays connaît aujourd'hui. Donc il y a un besoin impérieux de ramener la paix et la sécurité au Mali. Puis c'est la condition première pour pouvoir organiser des élections, pour avoir des institutions qui fonctionnent, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour que les populations puissent disposer de centres de santé, des services sociaux de base. Il faut ramener la paix et la sécurité dans le pays. Et cela impose que les forces armées maliennes soient mises en état de défendre l'intégrité du territoire, qu'ils soient mises en état de faire face à la menace terroriste et qu'ils aient pour cela les équipements et la formation requises. Il est nécessaire aujourd'hui, avec l'extension de l'insécurité du nord au centre du pays, que l'administration et la justice puissent revenir au centre et au nord pour que les populations puissent retrouver la quiétude qui leur permet de vaquer à leurs occupations. Donc, il y a également aujourd'hui un problème d'impunité qui a conduit à une aggravation exponentielle de la corruption et de l'enrichissement illicite. Il est, à mon avis, un devoir impérieux aujourd'hui que l'État s'attelle à mettre en œuvre une stratégie cohérente et globale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je pense que là, ce sont, disons, les chantiers les plus importants qui doivent être conduits par la transition. Mais dans le document que mon parti a proposé, nous avons retenu comme objectif de la transition d'abord de préparer la sortie de la crise latente que notre pays connaît depuis des années. Cette sortie de crise latente passe par trois choses au moins. Il faut qu'on s'entende sur la problématique de la révision constitutionnelle. Ça fait plusieurs fois qu'on tente des révisions constitutionnelles qui finissent par avorter parce que des mouvements divers et pour des causes, des raisons vraiment très souvent pas très solides, se sont toujours mis au travers de toute entreprise de révision de la Constitution. Je pense qu'il est utile qu'on ait au niveau, pendant la transition, une grande concertation pour trouver un accord politique sur la révision constitutionnelle. Il y a également la situation de ce que j'appelle les autorités de fait. Parce qu'il y a des institutions comme le Haut Conseil des collectivités, comme le Conseil économique, social et culturel, comme les assemblées régionales, les conseils de cercle, sont des institutions de fait parce que leur mandat est fini depuis longtemps. Et pour le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique, social et culturel, les mandats ont été prolongés de manière irrégulière. Donc il y a ce problème à régler. Un autre problème
est celui du découpage administratif. De nouvelles régions ont été créées depuis 2012. On n'arrive pas à opérationnaliser, on n'est pas arrivé jusque-là à opérationnaliser ces régions. C'est-à-dire à faire le découpage interne de ces régions, à établir les différents cercles, les arrondissements et à les faire animer par les administrations qui doivent être installées à ce niveau-là. Donc il y a ce troisième problème qui participe également de ce que nous appelons la résolution de la crise latente que notre pays connaît. Donc je pense que ce sont là des questions importantes auxquelles le pouvoir de transition doit apporter des réponses pour faciliter la tâche au nouveau régime qui va s'installer après. Moi, je pense que la durée de la transition doit être fonction des activités qu'on veut mener pendant cette période. Donc, la durée de la transition, pour moi, est tributaire de la feuille de route qui sera adoptée par les concertations. Si on met beaucoup de choses, il faudra se donner le temps de pouvoir les réaliser. Et je pense sincèrement que, je prends 2 exemples seulement, je pense sincèrement qu'il n'est pas possible, en moins de 2 ans, de faire la réforme du système électoral. Je ne pense pas qu'il soit possible, en moins de 2 ans, de faire l'opérationnalisation des différentes des nouvelles régions. Donc, rien que ces 2 questions nécessitent que la transition soit d'au moins 2 ans. Sans compter la révision de l'accord d'Alger qui est prévu, sans compter également les démarches qui doivent être faites pour ramener la paix au centre. Donc il y a des actions importantes qui imposent qu'il y ait au moins, que la transition ait au moins une durée de 2 ans. Bon, des gens parlent d'1 an, de 18 mois. Bon, je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour donner ces durées-là, la transition. Mais nous, les simulations que nous avons eu à faire au niveau du parti, établissent que si on veut vraiment faire une réforme du système électoral, mettre en place une administration indépendante des élections, établir de nouvelles listes électorales, il faut un minimum de 2 ans. Si on veut opérationnaliser les régions, c'est-à-dire les nouvelles régions qui ont été créées en 2012, si on veut en faire véritablement des régions, les diviser en cercles, installer l'administration dans les cercles et les arrondissements qui constituent ces régions, là également, pour rendre tout cela opérationnel, il faut un minimum de 2 ans. Bon, je ne sais pas s'il faut parler des systèmes de cafouillage qui existent, mais moi je pense que ce sont des réactions normales, quoi. Ce sont des réactions normales dans des périodes de crise, comme le Mali la connaît depuis un certain nombre d'années. Il y a, disons, de fortes oppositions politiques, quoi. Les gens se sont opposés sur beaucoup de points, sur beaucoup de questions, et il est normal aujourd'hui que chacun essaie de se mettre en position, de faire prévaloir les solutions qu'il avait en tête pour l'avenir du Mali. Moi, je pense que c'est normal. Cafouillage, non. Je dis que c'est des échanges peut-être un peu vifs entre les gens. Mais je pense que c'est une bonne chose pour la vigueur même de notre démocratie, quoi. Que les gens puissent échanger librement, que les gens puissent dire ce qu'ils pensent être le changement, parce que nous n'avons pas tous la même perception du changement, et que les gens puissent dire si on veut, on a une transition conduite par un civil, par un militaire, que les gens puissent dire ça, dire ce qu'ils en pensent, que les gens puissent parler des organes qu'ils pensent devoir diriger la transition. Je pense que ça c'est un débat normal pendant cette période-là. Je pense que pour les organes, il y a pratiquement, les gens sont d'accord pour qu'il y ait au moins un président de la transition
un organe législatif de la transition, un gouvernement de transition, et que la Cour constitutionnelle soit maintenue, et la Cour suprême également. Donc, comme je vous l'ai dit tout de suite, là, le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique, social et culturel sont dans une situation un peu bancale. Je pense que pendant la période de transition, on peut mettre ces deux organes-là, ces deux institutions entre parenthèses. Donc, il y aura dans ce cas le président de la transition, le Conseil national de la transition, qui sera l'organe législatif de contrôle et de contrôle de l'action gouvernementale, un gouvernement de transition, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Bon, nous avons dit qu'il faut, la dernière fois, je vous ai dit qu'il faut faire un ancrage bon, de ce qui est arrivé dans la Constitution. Bon, donc, il faut mettre en œuvre les modalités d'ancrage des organes de transition dans la Constitution, et je pense que ça passe par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, en application de l'article 85 alinéa 2, peut, à mon avis, si elle est consultée, dire bon, comment la transition doit être conduite. Parce que nous partons d'un constat. Nous avons constaté que la rupture du fonctionnement des institutions a été causée par la démission du président de la République et la dissolution au même moment de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Donc le pays se trouvait dans une situation où il n'était pas possible d'assurer normalement l'intérim du président de la République, parce que quand un président de la République démissionne, bon, normalement son intérim est assuré par le président de l'Assemblée. Mais s'il n'y a pas d'Assemblée, donc son intérim ne peut pas être assuré par des voies prévues par la Constitution. Bon, le même article prévoit également que les élections doivent être organisées dans un délai de 20 jours, au moins 45 jours, je crois, ou plus. Bon, s'il n'y a pas de gouvernement pour organiser les élections par un autre système, c'est le gouvernement principal de l'administration territoriale qui organise les élections. Bon, si rien de tout cela n'existe, bon, on est dans un cas de figure où le fonctionnement régulier des institutions est interrompu. Et c'est une des attributions de la Cour constitutionnelle, bon, de dire dans ce cas ce qu'on doit faire. Et je pense que la Cour constitutionnelle va tenir compte de la réalité de la détention du pouvoir depuis le 18 août et dire maintenant comment ancrer cette transition-là dans la Constitution. Moi, je pense que il est possible de faire une place dans les dispositions transitoires de l'actuelle Constitution, de faire une place aux institutions qui vont diriger la transition. Puisque dans ces dispositions transitoires, il était prévu par exemple que le CTSP devait assurer bon, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics jusqu'à la mise en œuvre des institutions prévues par la Constitution. Donc la Cour peut estimer qu'il est possible de faire place aux nouvelles institutions de la transition dans ces dispositions-là. Bon, je pense que ce qui s'est passé lors des concertations là, sur les thèmes de référence, là, bon, augure, bon, disons, de ce que la transition peut être... on peut s'entendre pour bien conduire la transition et préparer vraiment les conditions pour que le pouvoir qui va venir après la transition soit un pouvoir qui veillera à respecter les règles élémentaires de la démocratie et de l'état de droit, qui veillera à faire en sorte que la corruption et l'enrichissement illicite soient considérablement disparaissent, que ça soit en tout cas réduit très fortement et que l'État soit en mesure de mettre en place l'administration, la justice et autres
pour prendre en charge par les services sociaux de base les besoins fondamentaux des populations. En tout cas, moi, je suis optimiste. Je pense qu'il est possible, que de ces concertations sortent de bonnes choses qui permettent au Mali d'aller de l'avant. Moi, j'ai toujours pensé que la construction de la démocratie n'est pas, disons, une construction linéaire, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'héritage que nous ont légué le président Modibo Keïta et ses compagnons sont d'actualité. Parce que pour moi, ce qu'on a hérité, c'est d'abord le patriotisme, l'amour de la patrie, servir la patrie et défendre la patrie en toutes circonstances. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens ont cette fibre patriotique qui les fait prendre en charge les destinées de notre pays. Il y a également la mystique de la construction nationale. La mystique de la construction nationale, c'est la volonté qui nous a été léguée de croire qu'il est possible de construire un Mali prospère, un Mali qui est soucieux de justice sociale et qui est soucieux de partage. Le troisième héritage, si je peux parler ainsi, c'est l'unité nationale. Aujourd'hui, tous les Maliens tiennent à garder le Mali un et indivisible. À garder le Mali un et indivisible. Et à s'opposer à toute volonté de partition ou de séparatisme dans notre pays. Et enfin, le dernier volet de l'héritage, c'est l'attachement à l'unité africaine. Aujourd'hui, nous sommes un des rares pays qui respecte en tout cas tous les engagements internationaux qu'il prend pour la réalisation de l'unité africaine. D'où notre conduite actuelle qui est de chercher à trouver un terrain d'entente avec nos frères de la CEDEAO pour qu'ils comprennent que ce sont les Maliens qui décident dans leur pays avec leurs conseils, mais simplement avec leurs conseils. Donc nous sommes vraiment attachés à l'unité africaine et ça c'est, je pense, une part importante de l'héritage des pionniers de l'indépendance. Et aujourd'hui, cet héritage-là doit nous permettre le patriotisme, la mystique de la construction nationale, l'attachement à l'unité nationale doit nous permettre de reconstruire un nouveau Mali. Oui, je pense que c'est possible. Mais ça, il y a la jeune génération. C'est ce que je disais il y a quelques jours à quelqu'un. J'ai dit que on parle de Modibo. Chaque fois, toute la référence de notre pays, c'est Modibo. Pourquoi c'est Modibo? Parce que l'héritage de Modibo, c'est un horizon indépassable, quoi. Un horizon que personne n'est encore arrivé à dépasser. C'est le patriotisme. Tout le monde est d'accord que ça, tous les Maliens sont attachés à ça. C'est la mystique de la construction nationale. Notre engagement à construire un pays prospère, un pays soucieux de justice sociale et notre attachement à l'unité nationale, un peuple, un but, une foi. Donc ça, tous les Maliens sont attachés à ça. Tous les Maliens sont contre la partition du pays. Tous les Maliens sont prêts à se lever pour défendre la patrie. Tous les Maliens sont prêts à se lever pour défendre le pays contre toute velléité de séparatisme. Et ensuite, nous sommes tous aujourd'hui engagés fermement pour la réalisation de l'unité africaine. Donc je pense que cet héritage est notre lot commun et que, quelles que soient les différentes idéologies qui peuvent nous séparer, nous sommes tous d'accord au moins pour ça. Le patriotisme, la mystique de la construction nationale, l'unité nationale et l'attachement à la réalisation de l'unité africaine. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Quelles que soient nos divergences idéologiques, tous les Maliens sont d'accord sur ça au moins. Voilà. Aimer la patrie, défendre la patrie, construire un Mali prospère, assurer la justice sociale, un Mali uni, indivisible.
un Mali est attaché, engagé pour la réalisation de l'unité africaine. Je crois que tous les Maliens sont d'accord sur ça. Et c'est ça l'héritage de Modibo. C'est pourquoi on ne peut pas parler du Mali, quelles que soient les différences idéologiques, sans évoquer quelque part Modibo. Parce que quand on chante l'hymne national, les premiers couplets de l'hymne national étaient un résumé de l'héritage. Était un résumé de l'héritage. Dans le premier couplet et le refrain de l'hymne national, on trouve ces 4 points très importants. À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découpe son front, ou dedans ou au dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Bon, ça résume l'héritage de Modibo Keïta et de ses compagnons. Et chaque fois qu'on chante l'hymne national, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est-à-dire on rappelle cet héritage-là.